Pendant une période de quelques jours, les 3 escadrilles formant le GB-51 furent donc réunies sur le même terrain. Je garde le souvenir d'un bombardement effectué sur la gare de Provisy le 25 septembre 1918. L'objectif était peu étendu. Bonon effectua le tir en 2 passages, et c'est en reprenant notre vol vers le sud, avant de nous placer sur notre ligne de bombardement, face au nord, que nous assistâmes à un spectacle inoubliable. À quelques 20 kilomètres de nous, la ligne de feu s'embrasa d'un seul coup, en moins d'une seconde. C'était une suite ininterrompue d'éclairs, de coups de canon, depuis la Champagne pour aller disparaître à l'horizon, en direction de l'Argonne. Il s'agissait de la préparation d'artillerie précédant l'attaque que devait déclencher au matin l'armée Gouraud. Depuis 2 mois, en effet, depuis que le 14 juillet 1918, nos troupes avaient entrepris une série d'offensives, on vivait dans une ambiance victorieuse, et nous comprîmes aussitôt que nous assistions à la préparation d'une nouvelle attaque dans cette région du front. Par prudence, je pris un peu de hauteur pour éviter de nous trouver dans les trajectoires des obus, et en repassant la ligne du feu, nous nous attardâmes à admirer ce spectacle dont nous percevions le bruit sourd malgré le ronflement de notre moteur. Le capitaine commandant notre groupe n'était pas un foudre de guerre. Breveté pilote militaire en 1912, officier d'active, il n'avait jamais aimé l'aviation en tant que telle, mais seulement comme moyen d'y faire carrière plus rapidement. Aussi, dès qu'il prit le commandement du groupe, il me dit « Vous êtes le plus ancien des bombardiers, je vous demanderai de m'emmener car je ne connais pas le vol de nuit. » À quoi je lui répondis « J'en serais très honoré. » Et un soir où Bonon était fatigué, je lui fis savoir que j'aurais le plaisir de l'avoir comme passager ce même jour. À l'heure dite, au moment de monter dans mon avion, il me dit « J'ai la responsabilité de la piste, attendons un peu. » Je lui répondis « Il y a un officier de piste. Je pars du reste le premier, pour le cas où, s'allumant un incendie, je pourrais faciliter la tâche des équipes suivantes. » Mais il s'excuse, en allégeant sa responsabilité. Et je partis avec un autre observateur. Le lendemain, au déjeuner à la popote, il ne tarissait pas sur les regrets qu'il avait eus à ne pouvoir prendre part à l'expédition, et espérait bien que l'occasion se représenterait. Une seconde fois, je n'avais pas d'observateur. Il accepta de partir avec moi, mais au dernier moment, je ne sais quelle raison il invoqua pour ne pas m'accompagner, et je n'insistai pas davantage. Arriva l'armistice. Il nous réunit, les 3 commandants d'escadrille, pour nous dire gravement « L'armistice n'est pas la cessation définitive de la guerre. Je compte sur vous pour maintenir l'entraînement de vos équipages en vol de nuit. » Je le regardai bien en face et lui dis « Si certains de mes pilotes veulent voler de nuit, d'accord. Mais je ne leur imposerai pas. Quant à moi, je ne volerai plus de nuit. » Il encaissa et commença son entraînement au vol nocturne, au clair de lune. Dans les derniers jours précédant l'armistice, et comme nos escadrilles suivaient l'avance de nos troupes, Ville-Semeux fut bientôt trop loin de nos objectifs, et nous occupâmes des terrains plus rapprochés. En raison de l'exiguïté de certains de ces terrains, les 2 autres escadrilles furent basées à la Chèpe, et je reçus l'ordre d'installer mon escadrille sur le terrain de Méry-sur-Marne, où je me retrouvais seul à la fois, commandant de terrain et commandant d'escadrille, ayant une responsabilité absolue sur les hommes qui m'étaient confiés. C'est pendant ces quelques semaines précédant l'armistice que j'ai vécu la période de ma vie dont j'ai conservé toujours le plus beau souvenir. Je recevais l'ordre de bombarder un objectif sans autre indication. Je fixais moi-même le nombre des avions disponibles, l'itinéraire aller et retour de la mission. Je réunissais les équipages avant le départ pour ce qu'on appelle le briefing, pour leur donner les dernières consignes, cartes étalées sur une table devant moi. Je vois encore tous mes équipages attentifs aux conseils que leur donnait le vieux pilote de bombardement de nuit que j'étais devenu, n'ayant qu'une idée, réussir l'expédition ordonnée. Le commandant voisin, commandant l'escadre de bombardement, vint 2 fois me demander de le prendre comme observateur, et mes pilotes n'en étaient pas peu fiers. Le temps ne permit pas les expéditions pendant les quelques jours qui précédèrent le 11 novembre, et nos escadrilles furent alors regroupées sur le terrain du Bouy. J'en profitais pour partir pour Lyon, où j'arrivais pour assister au déferlement de joie causé par l'annonce de l'armistice. Je regagnais alors Bouy, où pendant quelques mois ce fut une existence agréable. Nous étions une vingtaine d'officiers qui passaient leur temps à se réunir aux messes en des parties de cartes ou autres divertissements, coupés par des vols qui n'avaient plus les dangers de la guerre, mais l'agrément. J'ai souvenir d'un des plus beaux vols que j'ai exécutés sur mon voisin Renault. Par un temps très clair, nous pûmes monter à 5150 mètres,
et avoir une visibilité étendue jusqu'à la région parisienne. Je terminais ce vol en calant le moteur et venir me poser sur notre terrain de bouis après une descente en vol plané de 22 minutes. L'escadrille 137 fut dissoute en avril 1919. C'est là que j'ai apprécié toute la saveur des règlements militaires. J'étais en tant que chef d'escadrille responsable du matériel, dont la valeur atteignait des centaines de mille francs or. Mais cette responsabilité se limitait à un prélèvement de 10% de ma solde. Les dernières formalités administratives terminées, je fus nommé adjoint technique au commandant du GB1, ce qui ne correspondait pas à grand-chose sur le plan du travail réel, car en fait, il s'agissait simplement de maintenir en état la puissance de l'aviation française jusqu'au traité de paix, et par la suite d'en préparer la démobilisation. C'est ainsi que, dans les derniers jours de juin 1919, je conduisis notre groupe sur le terrain d'Hildesheim, village du Palatinat, situé à 50 km au sud de Mayence. Il s'agissait de montrer à l'Allemagne que nous étions susceptibles d'entreprendre une action offensive, si leurs négociateurs n'acceptaient pas le traité de paix. En fait, comme chacun sait, le traité de Versailles, dont les clauses furent complètement imposées par les Alliés, fut signé le 29 juin 1919. Pour ma part, cette période de mai à septembre 1919 a certainement été la plus intéressante que j'ai connue dans ma vie. J'avais la chance d'avoir pratiquement une liberté complète. On m'avait affecté un F-50, l'un des plus importants appareils de cette époque, et j'en profitais pour voler par plaisir toutes les fois que l'occasion s'en présentait. Bien mieux, dans le grand hangar de Villeneuve-les-Vertus se trouvaient, abandonnés par des escadrilles, de nombreux appareils de chasse ou d'observation, occasion unique pour moi de prendre en main tous ces appareils, ce qui pour un pilote est toujours passionnant, car il permet de se perfectionner dans la connaissance du vol. Le premier avion que je pus essayer était un avion Breguet 14, 300 chevaux, d'observation. Ce type d'appareil avait été construit en très grande quantité, les chaînes de fabrication ayant continué à tourner longtemps après l'armistice. Et c'est du reste grâce à ces stocks que la compagnie L'Aéropostale put organiser le courrier postal de Toulouse-Dakar dès 1919. Emmenant donc comme passager mon fidèle Bonon, je pris mon vol sur ce type d'appareil, tout nouveau pour moi. Alors que dans tous les appareils voisins, le poste de pilotage avait une visibilité totale, tous les avions que j'eus l'occasion de prendre en main ne permettaient la vision vers l'avant que par-dessus le capot du moteur, et la manœuvre au sol avant le départ n'était pas aussi facile, mais ce fut bientôt une question d'habitude. Pour en revenir à ce premier essai, après avoir volé pendant quelques minutes, tâté les commandes et apprécié les réactions de l'appareil, je revins me poser sur le terrain. Je n'avais aucune connaissance de la façon d'atterrir sur le Breguet. Je procédais comme sur le voisin et posais mon appareil sur les roues, la queue haute. Je réussis le contact au sol sur des fleurs, mais commis la faute de laisser l'appareil rouler manche en position de vol, sans méfiance et à assez grande vitesse. Arriva une légère bosse. L'avion quitta le sol. J'essayai de le rattraper et de me poser à nouveau, mais je ne pus empêcher l'avion de toucher le sol plus brutalement et de rebondir. Au deuxième saut, je me rendis compte que je risquais de casser l'avion si j'essayais encore de me poser dans ces conditions. J'avais encore de la vitesse. Je remis donc les gaz en grand, maintins l'appareil en vol cabré, c'est ce qu'on appelle aussi le deuxième régime, et rendant la main progressivement, repris un vol normal pendant quelques minutes. Je réfléchis à ce qui venait de se passer et conclus qu'il fallait, pour réussir l'atterrissage, dans ce type d'appareil, se poser à la limite de la perte de vitesse, c'est-à-dire les roues et la béquille touchant le sol en même temps. C'est ce qu'on appelle l'atterrissage en 3 points. Cette manœuvre réussit parfaitement, et bien entendu, je repris aussitôt mon vol pour refaire quelques atterrissages, et prendre ainsi l'appareil en main. Quelques jours après, je remarquai dans ce hangar 2 appareils SPAD, un biplace d'observation et un monoplace de chasse. Quelques tours réussis sur le SPAD biplace, et je me décidai à essayer le SPAD monoplace de chasse. Mais voulant mettre toutes les chances de mon côté, car je n'avais bien entendu aucune expérience de ces petits appareils et personne pour me donner des conseils, je fis monter par mon deuxième mécanicien tertrais un indicateur de vitesse badin sur le côté du fuselage. En réalité, il aurait été plus logique de monter la prise d'air du badin sur le mât de liaison des 2 plans, en dehors du souffle de l'hélice, mais j'obtenais ainsi déjà une précieuse indication sur la vitesse moteur coupé. Il faut dire que la plupart des chasseurs se seraient crus déshonorés si leur appareil était équipé d'un de ces indicateurs de vitesse. J'ai souvent discuté de cette question avec eux. Je leur disais « Pourquoi juger de la vitesse de l'avion suivant la dureté des commandes ?
ce qui est forcément assez imprécis, alors qu'un badin donne la vitesse à quelques kilomètres près. Ce mépris des indications pouvant être fournies par des instruments de mesure de vitesse a été à l'origine de nombreux accidents, dont l'un des plus connus et le plus navrant a été celui survenu au commandant Tricorneau de Rose, par ailleurs créateur de l'organisation de la chasse en 1915. Le commandant recevait une mission étrangère et a voulu faire une démonstration de la qualité de l'appareil de chasse nouvellement en service dans l'armée, le bébé Nieuport. Il prit ce qu'on appelait alors un départ à l'américaine, c'est-à-dire un départ en chandelle et en virage. Si le commandant de Rose avait eu l'habitude de contrôler sa vitesse avec l'aide d'instruments tels que le badin, il ne se serait probablement rien passé. On peut facilement impressionner l'assistance en faisant tout d'abord un palier conduit jusqu'à obtenir le maximum de la vitesse de l'avion. À ce moment, le pilote a la possibilité d'effectuer une montée en chandelle, tout en surveillant sur le cadran de l'instrument la chute de la vitesse, et à rendre la main au moment où l'indicateur le prévient qu'il approche de trop près la perte de vitesse. Malheureusement, comme tous les chasseurs de l'époque, le commandant entama une montée en chandelle et en virage, sans avoir une vitesse suffisante. L'avion glissa sur l'aile à quelques dizaines de mètres de haut, s'écrasa brutalement sur le sol, et le commandant fut tué sur le coup. Il faut redire qu'à cette époque, des notions aussi élémentaires que celle de la perte de vitesse étaient encore ignorées de beaucoup de pilotes. Pour en revenir à mon premier vol sur Spad Mono, je poussai sur le manche pour faire lever la queue et maintenir l'avion en position bien horizontale, et j'attendis que l'appareil décollât tout seul. Je contrôle, indication du badin 110 km/h. Je me donnais une certaine marge et continuais à voler au ras du sol jusqu'à ce que la vitesse atteigne 140. Je commençais alors la montée. Arrivé à quelques centaines de mètres, je fis évoluer l'avion. J'appréciais la dureté des commandes en surveillant toujours l'indicateur et commençais au bout de quelques minutes à prendre l'avion en main. Je décidai alors d'atterrir. Je pris mon terrain très prudemment, au ras des hangars, pour avoir le maximum de longueur utilisable au sol, et par réflexe de vieux pilote, poussai sur le manche pour avoir une bonne vitesse pour la manœuvre d'atterrissage. Un coup d'œil au moment où j'arrive près du sol, car je trouve que cela va vite. 210 km. Je m'équilibre à 3 mètres environ, tout en surveillant ma vitesse, et après un palier assez long, j'attends que la vitesse soit descendue à 140 pour effleurer le sol et réaliser un atterrissage roue et béquille à 110. Je me souviens qu'un de mes camarades qui avait suivi ce vol me dit « Félicitations pour cet atterrissage si réussi sur un appareil que tu ne connaissais pas. » Et je lui répondis « C'est pas moi qu'il faut féliciter, c'est le badin. » Et dire qu'aujourd'hui aucun pilote n'oserait voler sans indicateur de vitesse, et qu'il est très gênant d'avoir une panne de cet instrument. Je continuais à m'entraîner sur F-50, car je n'avais jamais jusqu'alors piloté d'appareil bimoteur, et y apportais grâce à l'aide d'un bon mécanicien, l'adjudant Donat, un perfectionnement pour en faciliter la manœuvre. Chaque moteur avait sa commande de manette de gaz, et il fallait manœuvrer chaque manette pour obtenir un même nombre de tours pour chaque moteur. Les moteurs n'étaient pas aussi perfectionnés qu'aujourd'hui, et il arrivait que les deux boutons de commande des manettes se trouvent à une certaine distance l'un de l'autre. Ce n'était pas commode de procéder à des variations identiques du régime des moteurs. Nous eûmes donc l'idée de remplacer chaque manette par un secteur denté et de commander le déplacement de ces secteurs par un pignon d'engrenage placé entre eux. Avec ce dispositif, il était beaucoup plus facile de régler des moteurs de façon à ce qu'ils tournent à la même vitesse. Lorsque l'on commençait à ouvrir les gaz, on déplaçait le champignon vers l'arrière. Si l'on s'apercevait par la suite qu'un des moteurs avait un régime un peu supérieur à l'autre, il suffisait de tourner la poignée sur elle-même pour fermer légèrement les gaz de ce moteur, pour régler le régime au même nombre de tours. Pendant les 2 mois et demi où notre groupe se trouvait à Hilbesheim, j'eus l'occasion d'effectuer de nombreuses promenades sur l'Allemagne et profiter au maximum du plaisir que me donnait le pilotage de mon avion, en même temps que nombre de mes camarades demandaient à voler avec moi. J'avais donc toujours plusieurs personnes à mon bord. Le dernier vol que j'ai effectué me reste en mémoire. Nous étions allés rendre visite à mon ami Sardier, un des as de la chasse, et dont le groupe se trouvait à Marxheim, de l'autre côté du Rhin. En rentrant à Hilbesheim, j'avais pris de l'altitude, et arrivé à environ 1700 mètres au-dessus du terrain, un pilote me dit « Mon lieutenant, faites-nous donc une hélice calée. » J'avais la grande habitude de ce genre d'exercice sur l'avion voisin, mais personne ne s'était risqué à en faire sur le F-50. Néanmoins, comme je me sentais sûr de moi, je calais les 2 moteurs, et comme le terrain d'Hilbesheim était constitué par différentes bandes de céréales coupées, je leur dis « Nous allons voir si je vais pouvoir me poser à l'entrée de la bande verte qui se trouvait bien au-delà, au milieu du terrain. »
et je me posai à l'entrée de la bande verte, sur des fleurs, aux applaudissements de mes passagers.